parfait. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à cette formation sur l'enseignement et l'évaluation à distance en art au secondaire. Un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui ont suivi la formation d'hier, sachez que le contenu est relativement similaire. C'est vraiment la partie des échanges, les ateliers qu'on va faire là, qui seront colorés aujourd'hui par le secondaire. Mon nom est Geneviève Côté, je suis la responsable des programmes du domaine des arts et également les dossiers culture-éducation au ministère de l'Éducation à la direction de la formation générale des jeunes, qui jadis ça s'appelait la direction des programmes. Donc, nous, juste de rappeler un petit peu le mandat qu'on a, nous, notre mandat, c'est vraiment de l'accompagnement du réseau, mais au regard des programmes d'études, progression des apprentissages, donc tous les encadrements qui entourent les programmes d'études également. Donc, on n'a malheureusement aucune emprise pour les questions de locaux. On n'a également aucune emprise pour créer du matériel pédagogique. Ça, c'est vraiment pas dans notre mandat. Par contre, on essaie toujours, dans le cadre de notre mandat, de se rendre le plus loin que possible et on est capable de le faire souvent en allant chercher des collaborations. Comme c'est le cas aujourd'hui, donc on va offrir la formation avec nos collègues du récit. Tout au long de la formation, je vous invite, selon les versions de Teams que vous avez, ça peut être en haut de l'écran ou dans le centre de l'écran. Si vous avez des interventions, vous pouvez fonctionner de deux façons, donc soit en levant la main ou bien vous pouvez également écrire dans le clavardage. Donc, on va essayer de suivre les questions au fur et à mesure dans le clavardage. Et la session, évidemment, aujourd'hui, c'est pour répondre à vos besoins. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, vraiment, n'hésitez pas à intervenir. Et je laisse le flambeau à Éric. Eh bien, bonjour tout le monde, Éric Hiel, je me présente, enseignant en art dramatique au secondaire et présentement en prêt de service pour aider Geneviève justement à la direction des programmes en art. Donc, et je vais laisser la parole maintenant à Julie se présenter. Bonjour, moi c'est Julie Nollet, je suis responsable de Constellation, le site web que je vais vous présenter dans quelques instants. Maintenant, les filles du récit. Oui, donc Marie-Ève Lapolice, conseillère pédagogique au Récit des arts. Si vous ne connaissez pas le Récit, c'est un réseau de conseillers pédagogiques qui sont là pour vous aider à intégrer les technologies dans vos cours. Donc, moi, je m'occupe plus particulièrement des dossiers arts plastiques et arts dramatiques. Donc, Mylène Bélanger, je suis la collègue de Marie-Ève au Récit Art. Je suis porteuse des dossiers musique et danse. Merci, Mylène. On va commencer par présenter le contenu de la formation. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter le site Constellation. Julie Nollet va faire ça tantôt. Parler des modifications dues à la pandémie au régime pédagogique aussi. Se questionner sur l'évaluation et les principes dans le programme. Survoler les plans de travail. On va parler de la triangulation aussi, des outils pour aider à distance avec le récit. On va traiter un peu du plagiat et donner quelques idées pour l'évaluation à distance. Maintenant, on va poursuivre la formation avec Mme Julie Nollet qui va nous présenter le site Constellation. Julie, c'est à toi. Oui, je tiens d'abord à remercier mes collègues des arts pour cette invitation. C'est vraiment un grand plaisir que j'ai de vous présenter ce site-là. Vous le connaissiez peut-être sous le nom de Livre ouvert et ayant fusionné Québec Reading Connection, le pendant anglais, et Livre ouvert en français. Donc, ça a donné Constellation. La version en anglais tarde à venir un peu, mais ce sera fait sous peu. Lorsque vous allez sur ce site-là, vous allez vous rendre compte peut-être que c'est quand même assez pratique pour donner des cours en ligne, pour faire de l'enseignement à distance. Donc, ça, c'est la page d'accueil, constellation au pluriel.education.gouv.qc.ca. Et au cours des prochaines minutes, je vais vous présenter globalement le site, effectivement, pas de façon exhaustive, là, ça prendrait beaucoup plus de temps que ça pour le faire. Première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous créer un compte pour optimiser votre expérience. Donc, ce que vous allez faire pour ce faire, en fait, c'est de cliquer sur « Me connecter ». Une fois que ça c'est fait, si vous avez déjà un compte qui est créé, vous cliquez, vous allez dans la section 1, donc de la flèche 1, vous indiquez votre adresse courriel et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte actuellement, vous pouvez vous en créer un. Vous entrez votre adresse courriel avec votre mot de passe et vous confirmez que vous n'êtes bel et bien pas un robot. À partir du moment où vous donnez votre adresse courriel, nous, on vous envoie plein de publicités. Vous allez être inondés. Non, c'est pas vrai du tout. On n'utilise jamais les adresses courriels. On ne les partage pas. C'est uniquement pour accéder à votre compte. Donc, soyez rassurés. Il n'y a pas d'incursion dans votre boîte courriel très, très fréquente. Pas du tout.
Mon compte, ça, c'est la flèche vous indique que vous êtes bel et bien dans votre compte. Vous voyez qu'on peut accéder à différentes fonctions. Et premièrement, vous pouvez vous créer un dossier pour enregistrer des titres et deuxièmement, créer des listes. Et là, j'arrive à répondre à la question ici. Peut-être que j'aurais dû procéder d'une autre façon. Il y a des éléments que j'ai oubliés, là. Donc, cette plateforme-là, en fait, Constellation, c'est un répertoire de titres de livres qui sert globalement à présenter des titres de livres qui ont été retenus pour la qualité de leur contenu, qui répondent globalement à des critères de sélection qui prouvent finalement qu'ils ont leur place dans un tel répertoire. Donc, en art, il y en a. Évidemment, au départ, c'était créé pour les enseignants, pour les conseillers pédagogiques en langue, mais on veut mettre de l'avant de plus en plus que les livres, ça sert dans toutes les disciplines. Et c'est particulièrement intéressant aussi lorsqu'on enseigne à distance, parce que pourquoi ne pas avoir accès à des livres dans ce cas-ci? Pourquoi ne pas avoir recours à des livres? Ça a vraiment son utilité, puis je vais vous le démontrer au cours des prochaines diapositives. Donc, ce qui va particulièrement vous intéresser, c'est l'onglet Lecture dans toutes les disciplines. Vous allez ensuite, une fois que vous avez accédé à cette page-là, choisir le cycle auquel vous enseignez ou le cycle qui vous intéresse. Donc, ici, j'ai choisi premier cycle du secondaire et j'ai choisi art dramatique. Donc, on va voir les résultats qui sont obtenus à partir de ça. C'est un mélange de toutes sortes de livres qui vont apparaître ici. Donc, ça peut être des livres de fiction, ça peut être aussi des livres documentaires et tout ça peut avoir sa place aussi dans l'enseignement. Lorsqu'on veut sélectionner des livres, on a juste à cocher dans la petite case et lorsqu'on ajoute, on clique sur « Ajouter à une liste », d'où l'intérêt tout à l'heure d'avoir créé des listes, bien, on peut l'insérer dans la liste qu'on a créée. Donc, par exemple, en tant qu'enseignant en art au secondaire, on a beaucoup de groupes. On peut, par exemple, choisir des livres spécifiquement pour un groupe, les diriger dans telle direction ou dans une autre. Et donc, on peut très bien faire une sélection à partir de ça. Si vous cherchez d'autres types de livres, vous voulez plus de choix, vous voulez vraiment vous amuser, alors on y va par la recherche avancée. La recherche avancée, il y a différentes parties qui peuvent être intéressantes pour vous, c'est différentes portes d'entrée. C'est assez rare qu'on va avoir en tête le livre précis qu'on a, mais par contre, ça peut être une porte d'entrée, donc vous inscrivez le titre, l'auteur. Si vous n'avez pas vraiment d'idée du livre que vous voulez choisir pour présenter, parce que vous avez différents concepts que vous voulez illustrer, bien, vous pouvez y aller aussi avec les mots-clés. Et les mots-clés, je vais vous montrer tout à l'heure que ça peut être vraiment très riche. Et vous avez en bas, vous dites, ouais, mais les mots-clés, j'ai aucune idée, moi, de ce que ça peut être. Bien, vous pouvez aussi télécharger la liste de mots-clés en bas avec le fichier Excel tout en bas de la page web. Troisièmement, la troisième flèche, c'est en fonction du niveau. Donc, on peut trouver des livres en fonction du niveau. Et finalement, la quatrième, qui est très importante ici, bien, la petite case qu'il y a là, c'est une case qui nous permet d'inclure les livres épuisés dans les résultats. Qu'est-ce que c'est un livre épuisé? C'est un livre qui n'est plus disponible en librairie. Par contre, ce n'est pas parce qu'il est épuisé qu'il n'est plus disponible dans les bibliothèques scolaires ou les bibliothèques municipales. Alors, si vous avez un livre que vous voulez utiliser à l'aide d'une caméra document, par exemple, vous voulez montrer en art dramatique je ne sais pas, écoutez, je ne suis vraiment pas formée en art dramatique, mais je suis certaine que vous avez des exemples en tête. Vous n'avez qu'à montrer les pages de l'intérieur du livre à l'aide de la caméra document. Je vois une question ici, est-ce que ce sont des livres numériques? C'est une super bonne question, Madame Lehoux. En fait, il n'y a pas de livre dans Constellation comme tel. Les livres, le contenu n'est pas accessible. Là, vous allez dire, ouais, mais tu nous mets l'eau à la bouche, puis là, il n'y a pas de livre. Ah, je comprends, oui, je sais. Mais imaginez les droits d'auteur que ça prendrait pour pouvoir mettre tous ces livres-là à disposition. Toutefois, vous avez d'excellentes références de titres et vous pouvez avoir, avec l'aide de votre bibliothécaire d'école ou encore votre bibliothécaire conseil à la commission scolaire, mettre la main sur ces livres-là. Dans un autre ordre d'idée, il existe aussi très bientôt, une plateforme qui s'appelle Biblius. Biblius, avec l'aide, c'est un peu dans la même direction de la question de Nathalie ici, oui. Donc, cette plateforme-là, Biblius, c'est le ministère de l'Éducation qui a cette fois-ci bel et bien négocié
des droits d'auteur chez différents éditeurs. Et ces droits d'auteur-là, ben, ça nous permet d'avoir accès à certains titres, en fait, plusieurs titres. Oh, merci, Eric. Ça se promène d'un bord à l'autre, c'est pas grave. Donc, ben voilà, c'est ça. Présentement, le projet est en mode projet pilote, mais d'ici quelques mois, toutes les écoles pardon, des commissions scolaires et des centres de services pourront y avoir accès. La sélection de livres en anglais, pour l'instant, c'est sur Québec Reading Connection, mais très bientôt, Québec Reading Connection va migrer vers Constellation, donc on aura les deux versions, anglais et français. Alors, ben, si on veut consulter une notice de livre pour vous montrer vraiment quelle information apparaît sur le site, d'où l'intérêt du site, hein, c'est qu'on a tellement d'informations sur les livres que c'est ça qui est intéressant. Alors, je vous ai choisi une œuvre documentaire qui est identifiée comme étant très pertinente pour les élèves de 2e à 5e secondaire particulièrement. Alors, on a le théâtre de l'Antiquité à nos jours. C'est certain qu'on ne lira pas le livre d'un couvert à l'autre, probablement pas, mais des fois, quelques pages de référence, ça peut être intéressant. Puis le commentaire descriptif qui est identifié par la flèche 1 nous donne vraiment l'opportunité de connaître le contenu du livre, parce que l'idée du commentaire descriptif dans ce cas-ci n'est pas de titiller le lecteur du tout. L'idée, c'est vraiment de montrer tout le potentiel pédagogique aux enseignants, contrairement à ce qu'on retrouve sur la 4e de couverture, hein, à l'endos du livre. Quand je vous ai parlé des mots-clés tout à l'heure, la flèche 2, ici, vous voyez, on a par exemple documentaire, on a artiste, spectacle, comédien et comédienne, on a histoire, plusieurs époques, théâtre. Donc, c'est des mots-clés qui peuvent vous servir à trouver d'autres livres qui pourraient répondre à ces critères de recherche. Les œuvres de fiction sont également très intéressantes. Pourquoi ne pas, par exemple, vous joindre à des enseignants de langue ou même faire lire un livre en classe qui est une œuvre de fiction? Donc, vous avez ici une bande dessinée qui est qui s'appelle Drame. Et puis, à partir de là, ben, on pourrait tirer profit du contenu, puis vous pouvez lire le commentaire descriptif pour en apprendre davantage sur le contenu de cette œuvre-là. En passant, je sais, oui, que les captures d'écran ne sont pas très claires, très nettes ici dans la présentation PowerPoint, mais c'est vraiment le mieux que je pouvais faire. Donc, si vous voulez vraiment voir, lire, prendre connaissance du contenu, ben, n'hésitez pas à aller sur le site Constellation. En passant, là, j'ai l'air presque de réclamer $1 à chaque visite, là, mais c'est vraiment pas le cas. Je veux simplement vous montrer à quel point c'est une belle ressource pour vous. Je ne gagne absolument rien à tout ça. J'espère simplement que ça pourra vous être utile. Je veux vous présenter en terminant un dernier petit élément, dossier pédagogique. À travers ça, vous pouvez aussi explorer parfois des réseaux littéraires. Bien, ici, c'est sûr que vous êtes en art dramatique, par exemple, dans l'exemple que je donne, mais je voulais simplement montrer que, par exemple, pour les enseignants d'art plastique, on a un réseau littéraire, entre autres, sur les illustrateurs québécois. Il est identifié pour le premier cycle parce que ces livres-là sont attribués, sont généralement recommandés aux élèves du premier cycle du primaire. Mais quand on regarde les illustrations en tant que telles, bien, il n'y a pas d'âge non plus pour apprécier ces illustrations-là. Donc, il ne faut surtout pas vous gêner pour l'explorer dans tout son ensemble. Il y a certainement des questions aussi qui vont m'être posées concernant les droits d'auteur. Sachez que ça varie extrêmement d'une maison d'édition à l'autre. Ce que je vous recommande, c'est soit de passer par Copybec ou encore de communiquer directement avec la maison d'édition. En temps de pandémie comme ça, les maisons d'édition sont vraiment très généreuses, à moins que la séance soit enregistrée. Généralement, les maisons d'édition permettent même la lecture d'œuvres complètes. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec elle. Prenez cette peine-là plutôt que d'y aller dans l'illégalité. D'autant plus qu'en passant par Copybec, souvent, il y a une petite rémunération également qui est accordée à ces auteurs-là. Donc, si vous voulez communiquer avec moi, je vous invite à le faire via l'adresse langue@education.gouv.qc.ca. Et ben voilà, n'oubliez pas que les livres, ça peut vraiment être très intéressant pour de l'enseignement à distance. Je suis là pour répondre à vos questions si vous en avez besoin. Merci, Julie.
Donc, on va y aller avec une petite activité de départ. Donc, pour débuter, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer dans l'espace sidéral, un peu à la manière de Star Trek, donc en disant « Beam me up, Scotty ». Donc, désolé pour l'anglicisme. Je vais vous faire apparaître dans une salle avec d'autres personnes. Vous allez être environ 4 personnes. Et vous allez avoir 5 minutes pour, premièrement, vous présenter et deuxièmement, répondre à la question « Pourquoi évaluer en art ?» Je vais créer 19 petites salles différentes, donc, et vous allez apparaître là, et vous allez répondre à cette question-là. Je demande une réponse par salle, et je vais vous envoyer le lien tantôt, et je vais vous dire aussi, il reste 1 minute pour parler, il reste 2 minutes, donc pour vous aider à pouvoir savoir quand est-ce que ça va arrêter. Donc, je démarre ça à l'instant. Donc, vous allez apparaître dans une salle, vous ne savez pas avec qui. On ouvre nos caméras, on se présente, on échange sur pourquoi évaluer en art. Et on prend le temps de l'écrire dans le Clap, mais je vais vous envoyer le lien dans chacune de vos chambres. Vous allez le recevoir dans votre conversation. Donc, vous voyez à l'écran, je crois, donc les réponses qu'on a pu recevoir. Donc, le but est de motiver l'élève, de s'engager dans sa démarche artistique. Rétroaction pour l'élève, crédibilité pour la matière, pour situer la progression des apprentissages, apporter du sérieux à la matière, qualifier, pour nous confirmer où chacun est rendu, vérifier les acquis, pour garder des traces, pour donner de la rétroaction, valider la maîtrise, la progression, donc pour mesurer le progrès de l'élève. Donc, il y a plusieurs choses qui sont là. C'est très intéressant. Oui, donc, vous l'avez vu, vous en avez entendu parler, évidemment, notamment par les conférences de presse, mais aussi par des annonces qui ont été faites vraiment par nos directions de l'évaluation. Donc, évidemment, il y a eu un décret qui est sorti en octobre dernier, avec les bulletins qui étaient ramenés de 3 bulletins à 2 bulletins. Au départ, la pondération, on pensait à 50-50. Présentement, elle est en cours de révision. Le ministre a déjà annoncé au retour des fêtes que le dernier bulletin vaudrait davantage que le précédent. Par contre, on n'a pas encore la pondération, donc c'est toujours en cours de réflexion. Les bulletins, là, il y a une petite coquille dans notre document. Ce n'est pas 5 février, c'est bel et bien le 15 février, donc la date qui a été annoncée par la suite par notre ministre. La différence avec les bulletins cette année, c'est qu'on, évidemment, soumet un seul résultat disciplinaire. Donc, à la première étape, là, ça a été fait. Donc, c'est complété cet exercice-là dans la grande majorité des cas. Là, au regard des normes et modalités, ce résultat disciplinaire-là pouvait être pour 1, 2 ou 3 compétences, tandis que le résultat à la fin de l'année, comme d'habitude, là, ça va être vraiment pour les 3 compétences. Donc, c'est un bilan finalement de l'année qui devra être fait. En fait, c'est un aide-mémoire qu'on a envoyé l'an dernier et on en a envoyé une mise à jour au réseau en début d'année. Je ne le lirai pas de façon exhaustive, là, c'est vraiment ce qu'on a envoyé. On a dit évidemment de se référer aux sections savoir essentiel des programmes, de la progression des apprentissages, déterminer où en sont chacun de vos élèves au regard de leurs besoins pour répondre aussi à certains besoins spécifiques. L'an passé, ce n'est pas tous les élèves qui sont revenus au même moment. Donc, il y en a évidemment qui ont changé d'art. On voit qu'il y a quand même beaucoup de mouvements. Donc, on cible ce qui est prioritairement donc en gras dans les progressions des apprentissages. Puis ensuite, on va cibler les autres apprentissages. Donc, ceux-ci seront réinvestis l'année suivante. Merci, Eric. L'enseignant, donc, évidemment, vous êtes les enseignants-enseignantes ceux qui possèdent toute la légitimité pour porter un jugement critique, pour cerner les besoins de vos élèves, mettre en œuvre les stratégies qui conviennent dans le contexte où parfois vous êtes en présence, parfois en virtuel. Vous êtes les plus aptes à déterminer l'ensemble des contenus, puis justement dans toute la vague actuelle, les apprentissages des fois qui sont à reprendre, à rattraper, à rappeler. Donc, la différenciation pédagogique, on rappelle que c'est un moyen vraiment très efficace pour répondre aux besoins des élèves. Vous voyez un lien d'une formation dans le bas de cette page-ci, donc vous allez y avoir accès dans le document. On a enregistré des capsules de formation, une qui est pour cerner le besoin des élèves, une sur la différenciation pédagogique et l'autre, c'était sur la reprise des apprentissages. Donc, si vous voulez aller voir la formation en 3 volets, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous y rendrez. Merci Geneviève.
Donc, qu'est-ce qu'on doit évaluer? Ben, c'est simple, hein, c'est les compétences. Je pense que tout le monde le sait. Je ne suis pas ici pour parler des compétences, mais juste pour le rappeler. Donc, on a créé, interprété, apprécié. Donc, ça fait partie des compétences en art au secondaire. Ici, on les voit, elles sont toutes là. Je pense que dans vos disciplines, vous les connaissez. En tout cas, moi, je connais les miennes dans ma discipline et même dans les autres disciplines. Donc, c'était plus un petit rappel. Et il y a une petite formation qui a été faite par le Récit aussi pour savoir comment évaluer les compétences, qui est disponible avec le lien qui est ici présentement. Donc, qu'est-ce qu'on va évaluer? Bien, comment on évalue les compétences aussi? Bien, on fait des critères d'évaluation et c'est l'enseignant qui les choisit, c'est lui qui a la légitimité pour faire ça. Donc, ça, c'est bien important de le comprendre. Et pour faire les critères d'évaluation, bien, il y a 2 documents qui sont très utiles, la progression des apprentissages ainsi que le cadre d'évaluation des apprentissages. Donc, l'évaluation au secondaire. Donc, c'est un levier qui permet d'aider l'élève à apprendre, c'est ce qu'on dit dans le programme. Donc, l'évaluation permet de prendre des décisions et pour accompagner l'élève dans ses apprentissages et les transitions entre les cycles, ça peut nous aider aussi. C'est une ressource essentielle dans la poursuite de l'objectif de la réussite scolaire, c'est clair. Donc, c'est un outil de communication avec les parents aussi qui est bien important pour les aider à comprendre le cheminement de l'enfant puis à découvrir les moyens pour mieux l'accompagner s'il y a des difficultés. Donc, l'évaluation mène l'enseignant à reconnaître le niveau de développement des compétences de chacun des élèves. Et maintenant, qu'est-ce qui est important? Bien, présentement, comment on peut aider les élèves? Donc, un des axes du programme de formation, c'est de socialiser. Et présentement, la socialisation, c'est plus difficile. Je pense qu'en art, on a cette force-là, c'est de permettre aux élèves de socialiser. Bien, il faut absolument, selon moi, que les cours en art, même à distance, permettent aux élèves de socialiser. Donc, il faut trouver des façons de les faire jaser ensemble, de les faire travailler en équipe, même s'ils sont loin l'un de l'autre. Donc, ça, pour moi, c'est essentiel. Puis que ce soit pour soutenir l'apprentissage ou pour reconnaître le niveau de compétences atteint par l'élève, c'est important de prendre en considération le programme, donc les domaines généraux de formation, les compétences transversales, ainsi que les compétences disciplinaires. Geneviève? Oui, donc bien évidemment, c'est l'enseignant qui pratique la régulation. Il fait appel à la collaboration des élèves pour faire le point sur l'ensemble des acquis. Évidemment, on veut mettre l'élève en action pour que lui-même soit capable de suivre son cheminement, puis être actif aussi être proactif dans son cheminement. Notamment, on peut recouvrir à l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs. Donc, lorsqu'il participe évidemment à son évaluation, il porte lui-même un regard critique par rapport à la progression qu'il fait aux forces, aux faiblesses qu'il a également. Donc, c'est vraiment l'ensemble des capacités métacognitives qu'on met en œuvre à ce moment-là. Puis, dans le fond, évidemment, il faut tenir compte de l'ensemble des éléments. Donc, oui, cadre d'évaluation, vous avez parlé, là, je vois dans le clavardage que ça date d'un certain nombre d'années. En effet, ça date d'un certain nombre d'années. On va, les programmes au secondaire, c'est 2005-2006. Donc, 2010, effectivement, la progression des apprentissages, cadre d'évaluation un petit peu avant. C'est ça, les documents datent d'un certain nombre d'années. Je vous dirais, on y porte quand même un regard actuellement pour voir quelles seraient les modifications, les choses à faire. La majorité des choses tiennent encore la route, mais il y a évidemment certaines choses qui seront peut-être modifiées dans les prochaines années. Ce n'est pas une annonce, c'est juste de dire qu'on poursuit quand même la réflexion, voir s'il n'y aurait pas des choses qui seraient à moduler. Mais tout de même, elles nous permettent de voir quels sont les critères, puis de s'inscrire un peu dans le régime pédagogique, un peu avec tout ce qu'on fait dans nos disciplines respectives. Oui, tout à fait, mais on le voit aussi que ça date de quelques années, le programme. Quand on regarde la photo qui est là, donc avec l'ordinateur, etc., ça nous en indique beaucoup. Donc, des principes pour l'évaluation à distance, des principes directeurs. Donc, il y a la différenciation qui est bien importante. Les élèves sont différents puis ils n'ont pas la même vitesse d'apprentissage, puis pas la même volonté. Donc, c'est important de différencier notre approche. En art, souvent, les élèves sont appelés à être autonomes. Donc, pendant ce temps-là, pendant qu'on les fait travailler en petits groupes sur des choses, bien là, c'est peut-être là qu'il est le temps d'accompagner un élève à distance, donc pendant qu'il est seul, donc de l'inviter dans une chambre, de pouvoir communiquer de cette façon-là. Donc, il faut toujours trouver une façon de faire
autres pour être capable d'accompagner les élèves qui sont plus en difficulté. Donc, ça existe quand on est en présentiel, puis ça existe à distance aussi. La collaboration, c'est primordial présentement. Donc, de pouvoir partager nos bons coups, de pouvoir connaître les bons coups de nos collègues aussi. Donc, il faut se parler, puis il faut partager nos choses. Et je pense que le partage est rendu plus facile aussi de nos jours avec tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on a comme plateforme pour être capable de partager nos choses. La rigueur, c'est important, donc toujours se fier au programme. C'est un peu pour ça qu'on vous explique, qu'on a parlé des programmes avant ça, donc il faut s'attarder au programme. Excusez, j'ai avancé trop vite. Et la souplesse, donc les élèves apprennent différemment, vous travaillez différemment, donc c'est une nouvelle façon de faire. On va se tromper, on va réussir des bonnes choses. L'an dernier, il y a des choses que j'ai faites, j'étais content de moi, des choses que j'ai faites. Je fais ah non, ben, c'est pas grave, il ne faut pas le prendre personnel. On est en train de vivre une nouvelle chose, donc c'est important d'avoir de la souplesse et de l'ouverture d'esprit. Et il faut surtout se donner le droit à l'erreur, c'est hyper important. Je sais que c'est difficile en tant qu'enseignant. Souvent, on est perfectionniste, on veut que tout soit parfait, mais on a le droit de se tromper, puis ça va nous permettre de mieux avancer dans ce temps-là. Donc, les critères de réussite d'une bonne tâche d'évaluation, ben, il faut savoir qu'est-ce que je veux évaluer. Ça, c'est vraiment important. L'évaluation en art, c'est souvent subjectif, donc on le sait, donc c'est important que la grille soit claire. Ben, pourquoi pas proposer de la faire avec les élèves? À distance, ça se fait bien. Donner des exemples de ce qu'on veut, des exemples de ce qu'on ne veut pas aussi aux élèves. Puis comment voir le processus à distance, mais c'est important d'avoir des outils pour garder des traces. Ça peut être un cahier de création, des journaux de bord, un journal de bord, il y a toutes sortes de choses. À distance, le travail d'ensemble, c'est plus difficile aussi, je pense, en musique ou en art dramatique, quand on essaie de faire travailler les élèves en équipe. Bon, il faut travailler en plus petites équipes, donc on va faire ça autrement. Les jeunes veulent être dans l'action en art, c'est bien important de garder ça. Si on ne les garde pas dans l'action, ça va être difficile. La plus grande problématique dans les recherches que j'ai faites, dans les questionnements que j'ai faits avec les enseignants qui enseignaient à distance toujours, c'était vraiment les caméras. Donc, les élèves qui ne veulent pas ouvrir les caméras, surtout au secondaire. Donc, pour faire ça, ben, il faut créer un climat de confiance. Puis avec ce climat de confiance-là, parce que ce n'est pas encore obligatoire. Je sais qu'il y a des gens qui essaient de trouver des façons de le rendre obligatoire, etc. Mais en créant un climat de confiance dans notre classe avec les élèves, ben, les élèves vont vouloir ouvrir leur caméra pour pouvoir participer et travailler avec nous. Donc, une bonne SAE, ça va aider à l'évaluation, donc une situation d'apprentissage évaluation, donc ça aide, ça, tout le monde le sait, donc ça va clarifier des choses qu'on va évaluer. Bon, bien, des outils pour de la correction, il y a plusieurs choses, vous en voyez ici plusieurs, et c'est maintenant que je vais laisser la parole à mes collègues du récit qui vont vous parler d'outils pour l'évaluation à distance et de la triangulation. Donc, Marie-Ève et Mylène, je vous laisse prendre le contrôle. C'est bon, on voit bien mon écran? Oui. OK. Donc, je commence avec la triangulation des traces. Alors, comme c'est ça, comme Éric en parlait aussi avant, il y a plusieurs manières de récolter des traces d'apprentissage des élèves. Ce n'est pas seulement les productions finales là, qui devraient compter dans le bulletin, mais des traces qu'on conserve tout au long du travail. Par exemple, à travers des observations qu'on fait, donc pendant que les élèves sont en création. C'est sûr qu'à distance, c'est un petit peu plus difficile, mais il y a des manières de faire, puis on va vous montrer quelques exemples, là, comment on peut observer les élèves pendant leur création, leur travail. Ensuite, on peut avoir des conversations avec les élèves. Les élèves peuvent avoir des conversations entre eux, puis garder des traces de ces conversations-là. Tout ça pour expliquer un peu leur processus, d'où sont venues leurs idées, c'est quoi les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils ont surmonté, etc. Bref, un retour réflexif aussi un peu qui permet d'avoir un portrait global de ce que l'élève a réalisé et appris durant la réalisation des différents projets. Donc, on va vous présenter, dans le fond, des outils pour chacun de ces moments-là. C'est important de comprendre qu'il y a toute une panoplie d'outils numériques qu'on peut utiliser. Si vous avez participé à nos buffets d'outils pratiques, vous avez vu à quel point il y en a énormément qu'on peut utiliser en ligne. Et c'est pour cette raison-là. Ici, on s'est vraiment concentré sur un petit éventail d'outils qui sont disponibles selon les différentes plateformes
qu'on utilise dans notre école. Donc, soit qu'on est Classroom ou Teams, on a mis les outils pertinents pour ces deux plateformes-là, mais aussi d'autres petits coups de cœur qu'on a qui pourraient vous être très utiles. Dans le clavardage, j'ai mis le lien du Genially. Donc, dans le fond, l'image que vous avez vue avec Marie-Ève juste avant vous permet de pouvoir y accéder et vous allez pouvoir cliquer directement sur les différents outils. Vous allez arriver souvent sur le Wakelet du récitart qui va pouvoir vous outiller pour mieux vous guider à travers ces outils-là. C'est sûr, comme Marie-Ève a expliqué, on va vous présenter vraiment plusieurs outils. Allez-y petite bouchée par petite bouchée si vous êtes moins à l'aise avec la technologie. Sinon, vous pouvez revenir en écoutant à nouveau la rencontre d'aujourd'hui ou simplement venir nous voir au récitart au bout du fil. Donc, on va d'abord parler des observations. Lorsqu'on fait des observations, on a réalisé qu'on a trois types de modalités qui peuvent se dérouler à distance. Donc, il y a en vidéoconférence, en travail individuel, puis en travail d'équipe. Lorsqu'on est en vidéoconférence, comment on peut prendre des informations sur les observations? Un premier outil qui est fort intéressant, c'est d'aller placer les élèves dans une tâche sur un tableau blanc en ligne. Il y en existe plusieurs. On pense à Teams, qui en a déjà un d'intégré. On a Jamboard pour Google, mais on va vous en présenter un aujourd'hui qui s'appelle whiteboard.chat, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur vos élèves et pouvoir aussi faire de la rétroaction au fur et à mesure. Pendant ce temps-là, quand vous voulez évaluer des observations, nous vous suggérons d'utiliser des outils comme Idoceo qui vous permet de pouvoir prendre des observations au fur et à mesure. Là, dans le document que vous avez vu, Idoceo, il est marqué « mettre des drapeaux », mais ce qu'on veut dire, c'est que ces observations-là ne sont pas obligées d'être avec un des notes, mais ça peut être sous forme de pictogrammes, de symboles, de drapeaux, de couleurs. C'est d'essayer de récolter le plus souvent possible, quand vous avez l'occasion, des traces des apprentissages des élèves. Vous pourriez, si vous n'avez pas accès à la plateforme Apple, aller vers des tableurs comme le Google Sheet ou des Excel. Si, lorsqu'on sort d'une tâche de tableau blanc, on va plus vers une tâche où les élèves sont en train de réaliser une tâche devant la caméra. Vous pourriez simplement enregistrer votre session de cours pour pouvoir la conserver puis avoir des traces ou, si vous préférez, pouvoir enregistrer certaines petites sections. Des outils comme Loom peuvent être des bonnes solutions pour vous permettre de pouvoir garder des traces des différents progrès des élèves. Je t'arrête juste un petit instant. Oui, je veux juste vas-y. dire, quand vous allez avoir le document, dans le fond, tous les icônes ici, tous les logos sont cliquables. Donc, quand on clique dessus, on va se rendre à une section de notre compte Wakelet, dans le fond, qui pointe vers d'autres sources pour vous soutenir dans l'utilisation de ces différents outils-là. Exactement. Pour le travail individuel, plusieurs façons dont on peut récolter des traces. Première chose, les élèves peuvent, durant leur processus d'apprentissage, capturer des photos, prendre des captures d'écran, filmer ce qu'ils sont en train de faire, puis garder des traces de tout ça. Ils peuvent aussi noter leur travail dans un journal de bord ou un bloc-notes de classe. Pendant ce temps-là, l'enseignant continue d'utiliser des outils de consignation comme on vient de parler. Pour les élèves, ils peuvent utiliser un Google Slide qui permet de pouvoir, chaque page pourrait être associée à un cours. Ensuite, on a le bloc-notes aussi qui peut être une option pour les usagers de Teams. Pour terminer, le travail en équipe pourrait se faire sous forme de travail collaboratif dans un document. On a parlé de slides juste avant, mais un document Word ou un Google Doc peuvent être des solutions pour permettre l'accès en donnant l'accès d'édition. Les élèves peuvent vraiment collaborer. Avec les accès historiques, on peut vraiment avoir toutes les actions qui ont été faites. Donc, on peut voir si l'élève a été actif puis quel ajout a été fait par quelle personne. Ils peuvent aussi
remplir au bout de chaque cours ou au bout d'un exercice un formulaire d'auto-évaluation ou de co-évaluation. Les fameuses salles, quand vous faites du travail en équipe ou en individuel, je vous encourage à vraiment faire des petites visites en cours de cours pour pouvoir prendre des notes puis des observations, toujours dans vos outils de consignation qu'on a vus dans les deux premières lignes, IDOCO, Sheet ou Excel. Donc, je vous amène directement, on va aller visiter le whiteboard.chat. Dans le clavardage, vous allez avoir des liens différents. Whiteboard.chat, ce qui est intéressant, comme je vous avais parlé tantôt, c'est que c'est un tableau blanc, oui, qui permet la possibilité d'écrire en commun, mais qui permet aussi d'avoir comme des petites ardoises individuelles pour chacun des élèves. En plus d'avoir ces différentes ardoises-là, chaque élève peut vraiment, on peut vraiment aller voir la vue d'ensemble de chacun, mais on peut aussi intégrer chacun des tableaux et aller faire des rétroactions au fur et à mesure. Donc, selon, là, comme là, on voit le tableau des enseignants de musique, vous avez une portée, on peut intégrer une portée de musique. Ce qui est intéressant avec ce tableau-ci, c'est que la fameuse portée musicale, souvent, on se retrouve avec des tableaux blancs, puis on est obligé d'écrire avec un crayon, puis ça donne toujours quelque chose de pas très beau visuellement. On peut vraiment aller chercher des symboles quand on s'en va dans le petit picto de peinture. Vous avez vraiment, vous pouvez aller sélectionner des différents symboles dans l'onglet musique. Puis, il suffit simplement d'aller coller. Donc, vous pouvez vous amuser sur les différents tableaux. Ça, c'est celui de musique, celui de danse, d'art plastique et de art dramatique. Vous pouvez aller faire, on vous demande comme tâche de copier-coller, mais vous pouvez juste simplement essayer d'écrire dedans, vous amuser. Est-ce que tu peux montrer, Marie-Ève, la vue d'ensemble des tableaux? Est-ce que tu as partagé les liens? Oui, dans le clavardage, oui. Parfait. Je ne sais pas si on... oui. On a des bons élèves. Donc, vous avez vraiment la vue d'ensemble de tous les élèves. Vous pourriez utiliser ça un peu comme sous forme de cahier d'activité si vous avez plusieurs pages, puis vous voulez que les élèves réalisent, encercler certaines informations, faire des ajouts, répondre à certains petites questions. Il y a des possibilités de faire ça. Donc, puis là, vous pouvez joindre, comme Marie-Ève vient de joindre le tableau de Frédéric, et il va faire des ajouts, pourrait lui écrire. Donc là, on vous survole rapidement cet outil-là, mais il y a vraiment une panoplie de possibilités. Ils ont même intégré une vidéoconférence à l'intérieur de ça. Donc, il y a vraiment quelque chose à aller faire aussi. Vous pouvez aussi faire des tableaux en sous-groupe, ce qui est vraiment intéressant. On ne l'a pas fait pour aujourd'hui, mais vous pourriez faire des petites équipes, puis chaque petite équipe travaille sur son propre tableau. Donc, vous pouvez voir au fur et à mesure le travail qui est fait des élèves. Art plastique, dans le fond, Marie-Ève est en train de le montrer présentement. Là, il n'y a pas eu beaucoup d'action en ce moment. Il faut juste préciser, dans le fond, on peut ajouter du texte en allant ici à gauche dans les outils. Donc, il y a le text box ou le rich text, ou sinon utiliser des formes prédéfinies ou tout simplement prendre le pinceau et dessiner. En bas ici, vous allez pouvoir changer la taille du pinceau et sa couleur également. Donc, plusieurs possibilités aussi. On pourrait demander aux élèves de répondre avec une caméra. On peut intégrer des liens YouTube. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. On pourrait passer 1 heure juste à parler de cet outil-là. Merci les filles. Il y a d'autres questions dans le clavardage? Oui, vous voyez que est-ce qu'il est seulement en anglais? Pour l'instant, oui, mais les développeurs semblent très à l'affût. Un petit truc que j'aime bien faire, bouton de droite, on va aller chercher la traduction en français. Là. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Moi, souvent, ça m'est très utile. Donc, ça bascule rapidement en français, puis vous pouvez y avoir accès. Je pense qu'il y en a un autre aussi. Est-ce possible d'exporter les ardoises en format JPEG? Oui, exactement. Il y a moyen de tout avoir après. Ce n'est pas juste éphémère comme certains outils, là, mais ici, on peut vraiment avoir des versions en PDF. Oui. Donc, je vous encourage, si vous avez plus de questions sur cet outil-là, à venir nous rencontrer au récit au bout du fil. On va en parler à la fin de la présentation.
Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est le whiteboard.chat, comme Mylène disait, il existe plusieurs types de tableaux blancs en ligne, mais c'est vraiment celui qu'on trouve qui est le plus pratico-pratique, étant donné qu'on peut voir toutes les ardoises de chaque élève. On peut vraiment aller intervenir dans l'ardoise d'un élève et on peut créer aussi des tableaux collaboratifs comme avec Jamboard ou le tableau blanc qui existe dans Teams. Donc, c'est ça. Alors, on trouvait que c'était le plus polyvalent. Puis, c'est ça. Donc, ça nous permet de pouvoir faire des observations et garder des traces de ces observations-là, surtout en enregistrant les tableaux des élèves. Alors, on fait des observations durant le travail des élèves où on demande aux élèves d'écrire des observations, d'écrire leurs étapes de réalisation, etc., pour pouvoir consigner justement des traces de ce processus-là. Mais on peut également avoir des conversations avec les élèves. Donc, en visioconférence, habituellement, on va avoir une conversation plutôt en grand groupe, en discutant avec l'ensemble des élèves. Et là, encore une fois, on va utiliser des outils de consignation comme IDECO, les tableurs, là, Google Sheets, etc., pour noter des commentaires qu'on peut voir, qu'on peut avoir suite aux conversations avec l'ensemble du groupe. Dans le cadre d'un travail individuel ou d'équipe, là, on va pouvoir faire des entretiens individuels avec les élèves, soit en établissant des petits rendez-vous avec des élèves en particulier pour vérifier leur compréhension ou leur processus de création, ou des entrevues en équipe. Et comme tout à l'heure au niveau des observations, on peut encore une fois leur demander de remplir des auto-évaluations ou des co-évaluations. Donc, la conversation n'a pas nécessairement besoin d'être verbale ou visuelle, qu'on se voit vraiment en visioconférence. On peut avoir une conversation à l'écrit. Et un des exemples que je vais vous montrer, justement, c'est pour donner des rétroactions aux élèves très, très, très facilement dans les documents collaboratifs qu'ils utilisent pour planifier leur travail, etc., comme Google Slides ou PowerPoint. On peut fonctionner avec les commentaires. Alors, que ce soit dans PowerPoint ou Slides, on peut ajouter des commentaires. Les élèves, s'ils sont en équipe dans un même travail, peuvent fonctionner de la même façon aussi. Donc, ajouter des commentaires. La seule chose, par exemple, il y a une petite différence entre les deux, c'est que dans PowerPoint, on doit partager le document. On doit partager le document en autorisant la modification. Si on n'autorise pas la modification, si on ne coche pas pour autoriser la modification, les gens ne pourront pas ajouter des commentaires. Mais quand nous, on donne un travail à un élève en devoir, quand on envoie le travail aux élèves en devoir, on va être capable d'aller commenter les travaux. Donc, c'est très simple. On a le petit phylactère ici des commentaires. On clique sur le petit plus pour dire donner notre petite rétroaction. Je vais inviter les gens à essayer selon leur plateforme de prédilection. Donc, allez faire votre essai, allez cliquer, c'est vraiment le temps de faire un test, là. Et vous pouvez répondre aussi aux commentaires qui ont été donnés. Donc, on peut avoir toute une discussion ici et ça garde les traces à l'intérieur du travail de l'élève. Donc, au lieu d'avoir les traces de la conversation à l'extérieur dans un outil de consignation à part, on garde avec les commentaires, ça nous permet de garder les traces de la conversation à l'intérieur du travail et de pouvoir y référer plus tard ou même de le partager avec les parents au besoin. En ce qui concerne Slides, là ici, quand on partage un document Google, on peut toujours partager soit en mode éditeur, mais aussi en mode commentateur. Donc, ça va permettre aux gens de seulement commenter. Alors, quand on clique sur partager ici et qu'on change les options de partage, on a ici soit lecteur, commentateur ou éditeur.
Donc ici, c'est plus simple. Les personnes ne pourront pas, les élèves ne pourraient pas, par exemple, modifier là, si jamais c'était un travail, si jamais c'était, je ne sais pas, une image là, pour une appréciation, par exemple, on pourrait avoir une image et du texte concernant un artiste, puis après ça, on pourrait demander aux élèves d'aller commenter ici ce qu'ils pensent là, de tout ça, et ils ne pourraient pas intervenir dans les diapositives. Donc, c'est une manière très, très simple. Je suis certaine que plusieurs d'entre vous connaissaient déjà cette petite astuce, mais je vais faire un petit retour rapidement. Whiteboard, on me pose la question où on peut aller chercher les notes de musique. C'est vraiment en haut à droite avec le petit symbole de peinture, là, de pinceau. Puis, une fois que vous avez sélectionné ça, allez choisir le mot musique et vous allez avoir tout l'inventaire des symboles musicaux. Puis, je voulais juste rajouter aussi que c'était très facile d'ajouter les élèves. Ils n'ont pas besoin de s'inscrire. Puis, simplement un code QR ou un lien qu'on peut envoyer dans le haut à droite. Donc, c'était mon petit ajout. Donc, on revient maintenant avec la production. Les productions, il y a plusieurs façons de pouvoir produire, particulièrement en enseignement des arts. Lorsqu'on est en vidéoconférence, encore là, on pourrait présenter différents projets à la caméra. Encore là, on peut enregistrer avec un outil comme Loom qui pourrait capter certains moments précisément parce que c'est des logiciels qui permettent la capture d'écran. Ensuite, vous pouvez continuer à consigner comme on avait parlé avec Idoceo. Ensuite, les tableurs comme Google Sheet et Excel. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec le récit-art, on a produit, Brigitte-Louise Lessard a produit un document qui est monumental au niveau de l'évaluation, qui sont il y a plusieurs grilles d'évaluation possibles. On peut utiliser sous forme d'Excel et de Sheet. Par contre, ça, c'est une façon de faire. Puis, on peut aussi utiliser les rubriques. Elle a vraiment décortiqué tout le programme, puis il suffit simplement de télécharger, puis après ça, on peut tout ajuster les différents paramètres selon nos besoins. Donc, sur le lien qu'on vous a offert, vous allez pouvoir aller télécharger, puis il y a même un petit guide pour vous accompagner, pour vous aider à les ajouter selon vos besoins. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Marie-Ève, par rapport à ça. Oui, non, c'est ça. C'est vraiment très pratique. Ça vous permet, au lieu d'avoir à les écrire toutes vous-même, puis à refaire tout le procédé à chaque fois, les rubriques sont toutes là pour vous. Vous les importez dans votre outil, que ce soit Classroom ou Teams ou Idoceo. Vous les importez à l'intérieur de votre outil et vous modifiez, là, vous enlevez des colonnes dont vous n'avez pas besoin, vous modifiez peut-être l'appellation si jamais vous en avez besoin, donnez les pourcentages, etc. Mais au moins, pas besoin de réécrire à chaque fois les phrases là, des différentes grilles d'évaluation. Ça s'adapte très bien aussi à un Classroom. Si on veut l'ajouter à notre Classroom, quand vous voulez mettre les notes et tout ça, vous pouvez aller ajouter ça ou dans le Teams aussi. Brigitte-Louise a vraiment fait le tour des différentes plateformes. Idoceo, vous avez juste à télécharger et les rubriques embarquent. Donc, c'est vraiment, ça va vous permettre de sauver énormément de temps. C'est ça. À chaque fois aussi, il y a un lien vers une petite vidéo qui explique comment justement utiliser les grilles selon la plateforme qui est utilisée. Donc, ici, l'exemple, c'est pour Teams. La même chose avec Classroom, Idoceo, etc. Je vais me permettre de partager aussi dans le clavardage. Il y a des outils au niveau de la planification qui sont aussi très appréciés, donc je vais l'ajouter. Marie-France Lévesque, un exemple d'utilisation. Bon, c'est ça. Alors, je vous invite vraiment à aller consulter les vidéos. Il y a aussi une... sur le récit. Oui, exactement. On peut aller tout de suite ici dans notre... dans le fond, le YouTube du récit. Toutes nos vidéos sont ici et par exemple ici avec Idoceo, les outils Google, etc. OK, merci.
Je vais partager la chaîne YouTube dans le clavardage. Excusez-moi. OK, donc là, je vais passer maintenant aux productions. Je veux dire, oui, on est rendu aux productions. On termine la partie des productions. Donc, c'est ça. Alors, il y a plusieurs outils qui peuvent être utilisés quand les élèves sont en train de travailler, quand les élèves produisent leur travail, soit individuellement ou en équipe. Mylène va vous partager nos ressources que nous avons partagées justement pendant les buffets d'outils pratiques. Là. On a vraiment recueilli toutes sortes d'outils numériques que vous pouvez utiliser dans les différentes disciplines, des outils en ligne pour créer, apprécier et interpréter. Mais ici, on va vous parler plus particulièrement de Flipgrid. Donc, juste avant, je vais juste revenir sur Edpuzzle. Quand Edpuzzle, c'est vraiment un outil super pratique pour les appréciations. Ça permet d'ajouter des questions à une vidéo. Donc, ça arrête la vidéo et la question est posée. L'élève répond à la question avant de pouvoir continuer. Et étant donné que ça fonctionne avec un système de classe, dans le fond, on crée une classe. Donc, ça permet de colliger les réponses données par les élèves puis de voir c'est quoi les résultats puis c'est où il y a plus de difficultés dans la compréhension justement des notions. Je trouve que c'est intéressant aussi quand on vient pour l'appréciation où on écoute une vidéo, c'est plus juste l'écoute seulement, c'est que ça rend le tout plus dynamique, plus l'élève est moins passif lors de l'écoute. Exactement. Mais justement, pour qu'eux, ils démontrent leur production, ils peuvent s'enregistrer très facilement avec Flipgrid. Donc, c'est la solution la plus efficace, justement, parce qu'en art, selon les différentes disciplines, on a à gérer justement le partage de fichiers lourds, de fichiers vidéo ou audio qui peuvent être très lourds, puis d'avoir à gérer tout ça par courriel ou peu importe le système, ça peut devenir très, très ardu. Donc, Flipgrid, c'est une belle façon de simplifier le tout parce que, encore une fois, on se crée une classe et à l'intérieur de cette classe-là, on reçoit les vidéos des élèves. Donc, à la base, Flipgrid, c'est un outil de communication par vidéo, mais asynchrone. Donc, ce n'est pas une visioconférence, c'est vraiment, on pose une question, on développe un thème, on envoie un thème à développer par les élèves et les élèves nous répondent en se filmant. On détermine la durée de la vidéo qu'on veut au maximum. Là. Et c'est ça. Donc, les élèves se filment. Les élèves aiment beaucoup ça. Ils font, là, vous le savez, ils sont tous sur TikTok, etc. Donc, ils aiment beaucoup ça, justement, les petites vidéos. Puis, on peut choisir si les vidéos sont affichées à l'intérieur de Flipgrid ou non. Donc, si vous avez des élèves que vous savez très, très gênés, vous pouvez désactiver la visibilité des vidéos. Comme ça, c'est seulement vous qui les recevez. Jusqu'à tout récemment, on ne pouvait répondre aux vidéos des élèves que par une autre vidéo, mais maintenant, c'est possible de répondre de faire une rétroaction écrite. Donc, on peut maintenant ajouter tout simplement un petit commentaire écrit. Est-ce qu'à partir de Microsoft? Oui. OK. Donc, ici, je vais dans Flipgrid. Mylène a partagé le lien ici de l'activité pour l'expérimenter. Nous vous invitons à l'essayer pour qu'on ait un petit peu plus de vidéos encore. Il faut absolument se créer un compte. Donc, comme ça, on n'a pas justement des gens de nulle part qui viennent intervenir et faire des vidéos de mauvais goût à l'intérieur de notre classe. Donc, il faut vraiment s'inscrire. Se créer un compte, soit avec Google, soit avec Microsoft. Et une fois notre compte créé, on peut répondre à la question. Donc ici, le thème, c'est au niveau de la rétroaction. Puis la question, c'est « Parlez-moi de votre artiste ou votre œuvre préférée ». Donc, j'ai juste mis ça là, pour que ça soit simple, rapide et efficace. Il y a quelques personnes hier qui avaient répondu.
Et quand on clique sur la vidéo en tant que telle, on voit la vidéo et on peut ajouter ici une rétroaction. On peut écrire un commentaire ou ajouter même un pointage si on a utilisé une rubrique, si on a utilisé une grille d'évaluation. On peut donner une note. Puis on peut répondre aussi par une vidéo pour nous aussi, si on voulait. Exactement. Là, je ne vais pas le faire parce que ça va interférer avec la caméra que j'utilise dans Teams. Pour ma part, c'est une solution que j'aimais beaucoup. Je trouvais que je sauvais beaucoup de temps juste à répondre en vidéo au lieu d'écrire. Des fois, on s'arrête plus. Puis donc, à pouvoir répondre avec une vidéo, c'est vraiment agréable aussi. Exactement. Je vais revenir. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont ajouté des réponses. Des fois, si vous faites si vous faites un test aussi, des fois en vidéoconférence, le fait d'utiliser 2 caméras peut causer peut-être certaines problématiques ça, aussi. Parce que j'ai pas partagé le code QR, Mylène, tu ne me l'as pas dit. Mais moi, j'ai partagé dans le clavardage. Oui, c'est ça, mais avec le lien, là, étant donné qu'ils sont à l'ordinateur, là, justement, ça peut créer un conflit avec la caméra. Donc, ici, on a mis le code QR, comme ça, vous pouvez balayer avec votre téléphone et pouvoir y accéder via votre téléphone. Comme ça ne viendra pas interférer. Je vais voir s'il y en a d'autres. 6 réponses. Donc, bravo, Sophie. Super, merci. Donc, c'est très, très simple. Et comme vous voyez, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que tout se retrouve ici. On n'a pas besoin de se partager des liens vers un enregistrement ou de se partager le fichier lourd de vidéo, etc. Donc, pour interpréter, pour créer aussi, surtout dans les arts de la scène, mais même en art plastique, l'élève peut expliquer son processus de création, montrer son œuvre à l'écran, à la caméra, puis expliquer son processus, etc. Ça peut être très utile aussi en art plastique. On demande à clavardage. Créer un compte, oui, absolument. Il faut un compte pour... sauf que le compte, c'est ça, dès qu'on choisit entre Google ou Microsoft et on rentre nos identifiants habituels qu'on utilise pour se connecter à notre plateforme. Pour terminer, je vais me permettre, Marie-Ève, de présenter nos ressources. Un gros coup de cœur. La première chose, je vous ai déjà fait le partage dans le clavardage, c'est le Wakelet du Réciart qui a été vraiment conçu pour l'enseignement à distance. C'est sûr qu'il y a certains enseignants qui l'utilisent même en présentiel. Donc, c'est vraiment, on a balayé pendant une centaine d'heures tout l'Internet pour essayer de trouver des outils qui sont pertinents, qui vous permettent des utiliser en ligne. Souvent, on trouve un outil intéressant, mais finalement, il faut télécharger. Donc, tous les outils que vous voyez qu'on a déposés là-dedans, c'est vraiment des outils qui ne demandent pas de téléchargement, qui demandent peu ou pas d'inscription, ou la majorité, c'est pas. Mais à certains moments, il y a certaines inscriptions comme Flipgrid, là, où on a des inscriptions qui sont plus simples avec déjà les comptes reliés des centres de services. Ensuite, ce qui est très intéressant avec Flipgrid, c'est que, pas Flipgrid, avec Wakelet, c'est que vous pouvez contribuer. Le but, c'est vraiment... oui, on a fait un épluchage de ce qui s'est passé sur le web, mais c'est toujours en mouvement. Puis, plus on va être à contribuer sur des types de ressources comme ça, plus le partage va se faire, plus la ressource va devenir intéressante. Donc, n'hésitez pas à faire un ajout. Je ne sais pas si on peut montrer rapidement comment on peut faire, une contribution sur le Wakelet du Réciart. Donc, il suffit de cliquer sur le logo, cliquer pour ajouter. Ensuite, le bouton d'édition va apparaître. Vous allez pouvoir aller ici. Puis, un petit plus vert va vous permettre de pouvoir faire des différents ajouts. Vous pouvez autant ajouter un lien, une vidéo, du texte, Twitter, des images, puis même un Flipgrid. Donc, c'est très simple. Vous n'avez même pas à vous inscrire pour pouvoir ajouter. Il suffit juste d'écrire votre nom quand vous entrez. Puis, si vous voulez un petit peu plus de stabilité, c'est sûr qu'en créant un compte, ça vient aider. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter là-dessus? Non.
Ensuite, notre site, le récit, au niveau du récit art, c'est un incontournable. Particulièrement, je dirais, en art plastique où on a des cours sur la formation à distance. Toutes les autres disciplines ont aussi de magnifiques ressources. N'hésitez pas si vous avez envie de contribuer. Vous pouvez nous écrire ou vous avez des questions par rapport au site. On est là pour vous aussi. Donc oui, je ne sais pas si tu peux en parler un petit peu, Marie-Ève, la formation à distance. Oui, donc c'est le cours de secondaire 4, dans le fond. C'est qui peut très bien être utilisé en secondaire 5 aussi, mais c'est vraiment un cours complet. Là, pour l'instant, il y a 5, c'est ça, hein, 5 projets. Je crois que oui. Sur les 9. Et il va y en avoir quelques-uns qui s'en viennent prochainement. Donc, il y a la programmation ici des 9 projets. Donc, chacun des projets, c'est vraiment exhaustif, là. On a toutes les ressources qui sont en lien avec ce projet-là, qui est toutes les ressources, dans le fond, de la formation à distance, c'est un cours qui est disponible dans Moodle. Donc, il faut demander à sa commission scolaire d'installer les plugins Moodle de ce cours-là. Mais pour que ça puisse être disponible rapidement à tout le monde, à tous les enseignants au secondaire en ce moment, on a fait aussi une version PDF. Donc, vous pouvez accéder aux ressources en version PDF avec les petites vidéos, dans le fond, qui sont sur notre YouTube, les petites vidéos en lien avec la formation à distance, donc les gestes transformateurs, langage multimédia, langage plastique, etc. Sur notre site web, je vais vous encourager à aller joindre notre communauté. Sur l'onglet communauté, vous avez simplement à cliquer sur pour s'inscrire et vous allez pouvoir recevoir le bulletin qui est produit à peu près 4 ou 5 fois par année, qui vous tient informé des activités du récit art. Je vous invite aussi, au niveau à droite, les différents réseaux sociaux où vous pouvez nous suivre. Je vais attirer votre attention particulièrement sur la page Facebook. C'est souvent là où on va diffuser nos découvertes rapides. C'est beaucoup là où ça bouge beaucoup par ce réseau-là. Vous avez les vendredis, les trucs artistiques, les formations qu'on offre et qu'on voit de nos différents partenaires sont diffusées aussi là. Puis pour terminer, notre nouveau service qu'on est très fiers, c'est le récit au bout du fil, un service d'accompagnement par vidéoconférence. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous avez des besoins pour qu'on pratique certaines mécaniques au niveau de l'intégration d'un outil. Vous voulez qu'on vous conseille sur certains outils par rapport à vos intérêts dans vos cours d'art. On est là pour ça. Il suffit de cliquer sur le lien, la salle, pour accéder directement à la salle Zoom. Toutes les semaines, on publie sur le Facebook la salle, donc vous pouvez y accéder facilement. Merci beaucoup, les filles. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre la formation avec des petites informations. Donc, les limites de l'évaluation à distance. Donc, c'est sûr que quand on évalue à distance, il y a plusieurs limites. Donc, les élèves n'ont pas tous le même niveau d'autonomie, on le sait. Donc, certains ont besoin de plus d'accompagnement. C'est la même chose quand on enseigne en présentiel. Donc, on ne contrôle pas ce que l'élève reçoit accompagnement non plus à la maison. Donc, ça, c'est difficile à savoir. Cependant, on peut préciser nos attentes, des fois, d'envoyer un courriel aux parents en disant c'est quoi les attentes qu'on a aussi envers l'élève, ça peut aider. Savoir qui fait le travail, ça, on ne sait pas toujours non plus, mais c'est important. Donc, on peut vraiment dire qu'est-ce qu'on veut comme attente. La tricherie est présente, mais elle l'a toujours été, hein, donc ça fait partie de ce qu'on est. Donc, mais il faut s'adapter à ça, donc il faut trouver des nouvelles façons de faire. Je vais vous donner l'exemple de mon gars qui est à l'université présentement. Donc, au début de pandémie, l'année passée, son premier examen, donc il y avait un examen normal et tout le monde était sur leur cellulaire, sur différentes plateformes à faire l'examen ensemble. Donc, il y avait sensiblement les mêmes réponses. Là, il a reçu son plan de cours et son examen qu'il va avoir à la fin de sa session. Ils vont être 5 qui vont travailler ensemble pour faire l'examen. Donc, les enseignants se sont adaptés à cette formule-là. Ils ont trouvé une façon de faire. Ils ont dit, si je les mets en équipe, de toute façon, ils vont travailler en équipe même si je ne le fais pas. Fait que, donc, on s'adapte. Donc, c'est des façons de faire. Donc, je voulais vous faire part de
de ce qui se passait aussi, même à l'université, mais je pense qu'on est capable, nous aussi, de s'adapter. Donc, le plagiat, donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le plagiat? Donc, les indices, il y a la similarité du langage, donc c'est sûr que quand ça se ressemble, donc on peut toujours aller sur Internet, regarder. Moi, j'ai déjà su une critique d'un spectacle qu'on est allé voir, puis là, écouter le langage ressemblait... était même meilleur que Molière, là, je pourrais dire. Donc, je me suis dit, c'est louche. Donc, j'ai rentré 2-3 mots, puis je me suis rendu compte que ça avait été déjà fait. Donc, on avait plagié la critique, donc simplement. Donc, moi, dans ce temps-là, je ne suis pas porté à mettre un 0, donc ça appartient à chaque enseignant, mais je peux s'apporter à demander à l'élève de venir me voir, puis qu'on se parle et de trouver une façon, donc, sur son temps à lui, cependant, où moi, je vais être présent aussi, puis qu'il va me faire un travail autre. Donc, ça va lui montrer aussi l'importance et c'est important aussi de l'éduquer avec ça envers le plagiat. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, sensibiliser sur la propriété intellectuelle, c'est bien important. Donc, c'est facile de copier des textes sur Internet ou etc. Il y a des façons de faire. Donc, en art plastique, ça peut être les images médiatiques qui sont copiées des fois. Donc, il y a en ligne, là, on a des outils. Merci aux filles du récit. Donc, il y a DupliChecker ou Tenai. Bien, vous téléchargez votre image, vous la mettez là et donc, vous allez voir si un élève aurait plagié cette image-là ou a pris une image qui ressemblait à un endroit et qu'il l'a presque copié. Donc, vous pouvez voir ça avec ces outils-là. Autre chose, sensibiliser au plagiat, ça pour moi c'est bien important. Donc, on a l'exemple ici en haut des Dupont et d'une toile de Magritte. Quelqu'un qui a fait les Dupont et Magritte, est-ce que c'est du plagiat? Donc, on mixe deux choses, mais ça se ressemble. On a aussi l'exemple de Claude Robinson qui est très, très important, je pense, au Québec, très intéressant aussi à expliquer aux élèves. Donc c'est quoi du plagiat? Donc, qui, lui, s'est fait voler sa propriété intellectuelle, qui a gagné, mais sans travail. Hein, donc, il a travaillé très, très fort pour réussir à remporter cette bataille-là. Donc, des façons d'éviter le plagiat aussi, pour la prévention du plagiat aussi, c'est toujours d'aller vers la taxonomie de Bloom. Ça, c'est tiré de l'école branchée. Bien, plus on tend vers le haut de la pyramide, moins il va y avoir de plagiat en général parce qu'on va tendre vers la création. C'est sûr que si on demande de reconnaître quelque chose, l'élève peut toujours plagier ou etc. Mais si on demande de créer, de composer, donc il y a des façons de faire autres qui vont nous permettre de s'assurer que l'élève ne fait pas du plagiat. Exemple, on présenter les résultats, laisser les élèves discuter du résultat, créer des documents collaboratifs qu'on peut suivre aussi directement en ligne. Donc, on peut voir qui a travaillé quand sur ce document-là. Ça nous dit qu'est-ce qui se passe aussi. En même temps, il ne faut pas se limiter dans la création. On reste des enseignants d'art. Et quand on enseigne en art, le but, c'est la créativité des élèves. Il y a une phrase de Boris Vian qui me parle beaucoup, que je vais vous dire aussi. Donc, tout a été dit 100 fois et beaucoup mieux que par moi. Alors, quand j'écris des mots, des lettres, c'est que ça m'amuse, et je vous chie au nez. Donc, Boris, ce qu'il voulait dire par ça, c'est Boris, mon grand chum. Ce qu'il voulait nous dire, c'est que dans le fond, lui, il écrit, il fait des choses, puis ça se peut que ça ait déjà été fait. Puis c'est pas nécessairement, il ne faut pas que ça nous empêche de faire des choses. Au contraire, il faut le faire. Peut-être qu'on va dire, ça ressemble à ça. OK, je ne le savais pas, je vais continuer, je vais aller plus loin. Il faut quand même que la création reste là. Il ne faut pas se dire que tout a été fait puis arrêter de créer. Sinon, ça va être vraiment, vraiment plate, selon moi. Donc, idée pour faciliter l'évaluation, vous les avez là. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour faciliter l'évaluation. Vous en avez eu, on a eu tout le long de la formation. On va retourner dans nos petites chambres. Je vais vous envoyer dans les chambres. Puis, ce que je vais faire, encore là, vous allez tomber dans l'espace temporel. Puis, ce que je vais vous demander, c'est de vous échanger vos bons coups et de trouver une personne par chambre qui va prendre la parole. Après ça, on va revenir en grand groupe. Et une personne qui va prendre la parole pour dire c'est quoi les bons coups dans son groupe que les gens avaient eus. Dans le fond, on va faire ce partage-là de cette façon-là. Ça va nous permettre de partager plus rapidement et de discuter en groupe encore. Du Centre de services scolaires de Montréal nous ont partagé des Padlet que j'ai mis dans le document PDF qui vous a été partagé. On va vous le retourner, là, ce document-là, avec tous les liens qui auront été partagés lors de la présente session. Donc, on va mettre vraiment tout lors du suivi qu'on va faire avec vous. Puis, je ne sais pas, Corinne, tu veux juste en parler une petite minute, dire quelque chose avant qu'on fasse le tour des salles?
Puis en même temps, je dis que je vais mettre un sondage aussi, un form, donc pour votre appréciation de la formation d'aujourd'hui. Je le mets dans le clavardage à l'instant. Ben, je peux peut-être en fait juste partager mon écran pour vous montrer que en fait ce que j'ai mis, je l'ai mis dans le clavardage aussi si vous voulez y avoir accès directement. Donc, pardon, je fais plusieurs choses en même temps. Donc, vous avez donc dans la conversation, vous avez ce lien-là des ressources 4 heures CSSDM. Je sais qu'il y a plein d'autres CS qui ont fait des choses super intéressantes qui peuvent, je ne sais pas s'ils sont là en ce moment, mais ils peuvent vous les partager si vous communiquez avec vos conseillers pédagogiques. Donc, vous avez beaucoup de ressources 4 heures ici qui sont à distance, mais si vous regardez principalement sur le mur virtuel pour chacun des heures, on a notre propre Padlet disciplinaire. Donc, la musique ici qui est vraiment complète, qui est vraiment intéressant. Débuter en art plastique aussi, donc primaire, secondaire, puis l'art dramatique et la danse. Donc, chacun des Padlets disciplinaires. Je sais que Hélène Lévesque, qui est la conseillère pédagogique en musique, pardon, là, j'ai fait, qui est la conseillère pédagogique en musique, est en train de préparer un autre Padlet. Puis de mon côté, je m'excuse, je voulais redépartager, mais j'ai pesé sur les mauvais pitons. De mon côté, vous avez aussi, j'aurai aussi des wakelets là, aussi qui nous informera par rapport aux activités diverses, partenaires, puis liens, ressources aussi diverses. Fait qu'il y aura, puis ça sera toujours ajouté aussi dans le Padlet. Donc, c'est un Padlet qui est toujours bonifié. Voilà. Merci beaucoup, Corinne. Voilà. Donc, on peut continuer. Donc, donc, on va y aller avec les salles. Donc, on avait demandé un représentant par salle. Donc, je ne sais pas si la salle 1 a un représentant. Oui, on va y aller avec Mylène. Donc, Mylène Richard, on commence avec toi. Salut, j'étais dans la salle 11. Nous étions 2. Et puis, ben voilà, on s'est dit rapidement que, j'aurais dû me préparer, j'ai le pain à main pour en finir au plus vite, puis je sais pas quoi dire. Donc, on utilise beaucoup les portfolios en ligne. Moi, je suis en art dramatique. La personne avec qui j'étais, j'ai oublié son nom, je m'excuse, est en art plastique. Donc, portfolio en ligne, documents qu'on peut échanger, aussi un site de ressources. Moi, personnellement, j'utilise Teams dans lequel je dépose toutes les informations. Les élèves peuvent facilement retrouver tous les documents. On se trouve à sauver beaucoup de papiers qu'on avait avant. Même chose pour des questionnaires d'appréciation, du travail d'équipe qu'on fait dans des formulaires en ligne, Google Docs, des trucs comme ça. C'est beaucoup de partage. Ça permet un suivi qui est plus facile, de partager aussi, demander aux élèves de prendre en photo, par exemple, s'ils travaillent de façon individuelle sur un projet de dessin, quelque chose comme ça, à la fin de chaque cours, de prendre en photo, de le déposer en devoir dans Teams, ça permet de suivre l'évolution du travail. Donc, c'est des petits outils comme ça. J'ai dit que je peux y aller. Bon. Oui. OK. Nous, on était une salle. Ce qui était un peu cocasse, c'est qu'on était 2 enseignants de la même école. On s'est parlé plus longtemps qu'on a le temps à l'école d'habitude, mais bon. Et on avait une autre enseignante, 2 enseignantes en art plastique avec une enseignante en art dramatique. Moi, avant, j'enseignais l'art dramatique. On m'a demandé de partager un bon coup que j'ai fait, une activité qui s'appelait le répondeur, que j'ai modifié aussi pour faire en ligne. Donc, les jeunes étaient en équipe, se créaient une situation pourquoi ils vivaient ensemble, faisaient un message pour leur répondeur, pour leur boîte vocale maintenant, devrais-je dire. Ensuite, ils devaient créer des messages qu'ils pouvaient laisser sur peu importe quel répondeur, quelle boîte vocale, qui pouvait surprendre. Les jeunes étaient attribués aléatoirement ce deuxième message-là. Ils préparaient une situation. Bon, on est une gang de chums en appart, blablabla. On arrive dans la maison, on prend le message sur la boîte vocale et là, après ça, devait réagir au message dont ils ne connaissaient pas le contenu. Ça s'est fait filmer aussi en live et des trucs comme ça. C'était à partir d'une situation que j'avais vue, je crois, dans le 4 heures, mais c'est un peu loin, mais qu'on avait modifié, etc. On les a même filmés là, à un moment donné. On a d'autres partages. Oh, Madame Lefebvre, Nadia. Oui. Donc, peut-être juste là, on était la salle 0. On était ceux que ça n'a pas marché pour se rendre dans les salles. Alors, on s'est regroupés ensemble. Donc, peut-être, la fois qu'on a parlé des bons coups, donc, on était 2. Donc, l'enseignante avec qui j'étais, ce qu'elle expliquait qu'eux, ils sont plus en multimédia. Donc, c'était peut-être de se réadapter au fait que les élèves n'avaient plus toutes les ressources quand ils étaient à la maison. Et elle m'a parlé là, de Pixel Art Editor, qui était quand même comme une espèce de Photoshop en ligne, donc qui est quand même
bien à utiliser pour tout ce qui est de travail à l'ordinateur avec les élèves que moi, je ne connaissais pas, alors que j'irai voir dès que j'aurai quelques instants. Et puis, je lui parlais, moi, d'un des projets là, qui avaient bien fonctionné là, avec mes élèves, là, particulièrement en secondaire 5, avec qui je les ai faits. C'est un petit groupe, mais je leur ai parlé c'est un mot que je trouve bien drôle à dire, puis qu'ils sont maintenant ils trouvent très drôle à dire aussi, des pareidolie, qui est dans le fond la propension à l'être humain à voir des visages là où il n'y en a pas. Donc, je leur avais donné, ce groupe-là, je les ai en doublé, fait que toute l'après-midi, ils sont avec moi. Puis là, j'avais donné 1 heure, ils devaient aller partir avec leurs appareils photo, leur cellulaire, peu importe, puis faire le plus de photos possible dehors, autour de la maison, dans la maison, peu importe où ils étaient, puis prendre des photos où ils voyaient des visages. On est revenu, on a tout mis ça en commun, nous on travaille avec Teams, qui m'ont tout mis ça dans le bloc-notes de classe, puis après ça, on discutait, bon, il est où le visage là-dedans, où est-ce que tu l'as vu, moi je le vois pas, etc. Fait que ça permettait de discuter. Et ensuite, ils choisissaient une photo et ils devaient créer à la peinture, je les avais laissé à la maison là, de l'aquarelle, ils devaient créer le reste du personnage qui allait avec ce visage-là. Donc, ça a vraiment fait des choses intéressantes. Puis je pense qu'ils ont beaucoup apprécié qu'on puisse un peu défaire le bloc de 2h30 ensemble en différentes choses pour pouvoir bouger un peu. Fait que ça a été quand même une belle activité avec eux autres qui ont bien apprécié. Là. Ah, super, c'est merci. très inspirant, Mme Lefebvre. Donc, merci beaucoup. Il y a Mme Durocher qui a une intervention. Oui, bien rapidement, dans le fond, en fait, j'étais avec Madame la police de Récy et avec Isabelle, conseillère pédagogique dans le coin de Saguenay, pardon si je me trompe. Et moi, en art plastique au secondaire, en fait, j'ai pris toute la place pour expliquer que avec mes secondaires 3, je les fais beaucoup bouger, déplacer dans la maison, déplacer à l'extérieur pour chercher l'inspiration. Donc, dans les premiers projets, c'était on sort dehors avec sa chaudière, on va ramasser le plus d'objets vraiment d'origine naturelle sans rien casser, sans rien déchirer. Et on tente de faire des assemblages là, avec tout ce qu'on a appris auparavant par rapport aux motifs, aux alternances de formes, de couleurs. Ils devaient prendre des photos de ça, où je les fais déplacer dans la maison pour trouver toutes sortes d'objets du quotidien, spatules, brosses à cheveux ou autres, desquels on peut simplement tracer le contour et partir de ce contour rigide-là pour créer autre chose, donc une image figurative à partir d'un contour d'objet quelconque trouvé dans le coffre à outils ou autre. Fait que j'essaie beaucoup de... Peut-être parce que je suis hyperactive moi-même puis que je me dis que les pauvres enfants sont assis derrière leur ordinateur toute la journée. Je m'inspire de qu'est-ce qu'ils pourraient bien faire chez eux dans leur maison avec ce que tout le monde a dans sa maison. Voilà. Merci beaucoup pour le partage. C'est vraiment une très bonne idée. Puis oui, il faut les faire bouger, effectivement. Oui, c'est sûr. En art, ils sont habitués de bouger, justement de jaser, puis de se vider l'esprit. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et de diminuer le temps d'écran un petit peu. Il y en a qui m'ont remercié d'ailleurs. Ah oui, j'imagine. Les faire sortir dehors. Est-ce qu'il y en a d'autres interventions? Sinon, Geneviève, je vais te laisser dire le mot de la fin. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre participation. Effectivement, c'est très inspirant, Madame Durocher. Les exemples qui nous ont été donnés sont très, très inspirants. Si vous avez des ressources, des choses à partager, je vous invite, vous avez l'adresse FGJR, je vous invite à me les envoyer. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le suivi de la présente formation. Je vais vous retourner à nouveau le document de présentation, mais en mettant à la fin l'entièreté des liens qui auront été partagés et qui ne seront pas déjà dans le document. Donc, pour évidemment vous outiller le plus que possible. Je vous rappelle qu'il reste 3 sessions d'ici la fin de l'année qu'on va animer. Les 3 prochaines sessions, ce ne sont que des sessions de réseautage, de partage. Donc, vraiment, ça va être vraiment axé sur le partage de bonnes pratiques. Je pense que cette année, c'est de ça qu'on a besoin. Donc, vraiment, je vous remercie grandement pour votre participation. Je vous invite à compléter le sondage d'appréciation. On aime vraiment recevoir vos commentaires. Puis, à chaque fois, on en tient compte le plus que possible. Puis, les formations qu'on offre, ce sont des formations qui, on souhaite répondre à des besoins réels.
Donc, merci. Merci aux filles du récit. Merci à Eric, mon collaborateur de tous les jours. Merci tout le monde. Au revoir.